Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la plasticité cérébrale. On parle aussi de plasticité neuronale ou de neuroplasticité. Il s'agit de la capacité du cerveau à créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et surtout les connexions entre ces neurones. Alors, qu'est-ce que c'est que la plasticité? C'est le fait que, on l'a dit tout à l'heure, notre cerveau est en mesure de changer la façon dont il réagit à certaines informations. Euh, donc, on parle du cerveau des animaux qui est plastique, malléable, modifiable. De façon assez basique, on pourrait dire que si vous réagissez assez fortement à un klaxon, c'est parce qu'il s'agit d'un stimulus qui est nouveau dans votre environnement. Mais si le même klaxon retentit régulièrement pendant à peu près 1 heure, vous ne réagirez plus de la même façon, vous ne réagirez plus aussi fortement. Votre cerveau détecte l'information, bien sûr, mais il n'y fait plus autant attention car il l'a déjà analysé auparavant, il a déjà vu que c'était un stimulus qui n'avait pas énormément de pertinence. Donc, votre réactivité va être diminuée, vous vous habituez à la situation. À l'inverse, si vous avez exactement le même klaxon, mais que vous êtes en train de faire, par exemple, une conférence en télétravail, à ce moment-là, ce klaxon-là, s'il revient de façon régulière pendant 1 heure, il va devenir gênant. Et vous n'allez pas vous y habituer, mais au contraire, vous allez réagir de plus en plus à la stimulation. Donc, votre cerveau est capable quand il est en présence d'une même stimulation, d'un même stimulus, de générer des réactions différentielles. Habituation versus sensibilisation. Donc, c'est donc de cette façon qu'on parle de modification, de malléabilité au niveau du cerveau. Cette fonction, elle existe chez la plupart des animaux. Elle est beaucoup moins développée chez les invertébrés ou les vertébrés inférieurs, mais elle est extrêmement importante, majeure chez tous les mammifères et plus particulièrement chez les Homo sapiens, chez les humains. Alors, sur quoi elle est basée, cette capacité? Qu'est-ce qui fait que mon cerveau a cette capacité de se modifier? Alors, on va revenir très rapidement. Les informations ne sont pas des éléments statiques au niveau du système nerveux. On a la capacité à capter l'information de l'environnement, donc une information qui est extérieure au système nerveux, et cette information, elle va circuler. C'est ce qui est représenté ici. Si je prends l'exemple des récepteurs sensoriels au niveau de la main, tactile, j'ai un contact sur la paume de ma main ou sur ma main. L'énergie mécanique de contact va être traduite en éléments compréhensibles par le système nerveux, à savoir des potentiels d'action. Et l'information va passer, on voit le trajet rouge ici, pour aller jusqu'au niveau du cerveau, où il va y avoir un traitement d'information, une intégration de l'information. Et quand la décision va être prise, à ce moment-là, il va y avoir un retour et l'information va redescendre pour aller sur les effecteurs musculaires pour générer un comportement. Donc, on voit que cette information, elle circule, comme je l'ai dit, et elle circule de neurone en neurone. Et ce qui va être important à ce moment-là, c'est les connexions entre les neurones, qu'on appelle les synapses, qu'on va revoir dans les diapos suivantes. Donc là, je vous ai parlé de neurone à neurone. On pourrait avoir l'impression d'un système linéaire, un premier neurone qui contacte un deuxième neurone, qui contacte un troisième, quatrième, etc. On est loin de ça dans le système nerveux. On est dans des connexions multiples, on est dans des ensembles de neurones interconnectés qui s'activent de façon simultanée ou en même temps et qui vont transférer l'information, mais enrichir également l'information. Donc, il ne faut vraiment pas voir ça comme un système linéaire. On voit ça souvent, l'image qu'on peut donner, c'est des forêts de neurones où, comme les branches des arbres dans les forêts, on voit qu'on a l'impression qu'ils se contactent toutes les unes avec les autres. Ben, à ce moment-là, les extensions des neurones vont aussi donner cette impression de connexion multiple et
de pouvoir propager l'information de façon linéaire, mais également de façon diversifiée. Alors, on va revenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, le point important, c'est la synapse. Les messages circulent dans le système nerveux et sont de forme électrochimique, électrique sur le neurone, chimique au niveau de la synapse. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il y a des connexions? J'ai un petit schéma pour vous le montrer rapidement. Donc, voilà, ça commence à marcher. Donc, on a une arrivée d'informations sur un neurone cible qui est représenté ici en bleu. Le neurone est stimulé et va propager l'information en fonction de son axone et de ses éléments transversaux sur plusieurs autres neurones. Donc, on reprend activité électrique au niveau des neurones, chimique au niveau de la synapse, encore une fois électrique au niveau du neurone, chimique au niveau de la synapse. Et ce qui permet d'avoir une activation dans les neurones suivants. Si je regarde un autre schéma assez similaire, hein, on voit que les connexions sont multiples. Donc, un seul neurone ne va pas connecter un autre neurone, donc un peu comme je vous le disais, sous une forme très linéaire tout à l'heure, mais un neurone, grâce à ses axones et ses collatérales, va pouvoir connecter une multitude d'autres neurones et il ne va pas les connecter qu'en un seul point, mais sur une multitude de points. Donc, la synapse est un élément crucial. Hein, c'est une petite merveille de technologie endogène, puisqu'elle va permettre d'assurer le contact entre deux éléments, entre deux neurones. Donc, à l'intérieur de cet espace vide qu'on appelle la synapse, on va retrouver la communication chimique, c'est-à-dire l'arrivée du message électrique qui va permettre la libération des neurotransmetteurs qu'on voit ici en mauve, qui vont être captés, repris par les récepteurs dans le neurone suivant. Donc, on a un neurone présynaptique avant la synapse et un neurone postsynaptique après la synapse. Et c'est cette petite merveille de technologie qui va pouvoir s'adapter, se modifier. Et comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une diminution au niveau synaptique quand on s'habitue, comme on avait parlé avec le klaxon, ou on va avoir une intensification au niveau synaptique quand on a une sensibilisation. Et c'est ces changements au niveau synaptique qui vont permettre que notre comportement puisse s'adapter à une situation spécifique. Alors, si on prend un comportement un tout petit peu plus complexe, par exemple le jeu de fléchettes, bon, si j'essaye de jouer aux fléchettes, hein, surtout moi, parce que je ne suis vraiment pas très douée à jouer aux fléchettes, hein, c'est probablement ce qui va arriver dans un premier temps. Hein, mon comportement, il va être un petit peu aléatoire, les résultats également. Mais avec la pratique, donc avec la répétition et la répétition, il va y avoir des changements, des modifications, et on voit, ah, oups, là, mon comportement est beaucoup plus ciblé, j'atteins ma cible beaucoup plus régulièrement. Donc forcément, il y a quelque chose qui s'est passé hein, entre le temps 1 ici où je commençais à jouer aux fléchettes et le temps 2 ici où j'ai fini un petit peu mon apprentissage du jeu de fléchettes. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cortex, qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones. Au niveau du cortex, hein, on voit qu'il y a des zones sensorielles, des zones motrices qui vont être impliquées dans le comportement joué aux fléchettes. Donc on a représenté ça sous forme de deux zones. Hein, on a une zone bleue, une zone rouge et des connexions entre les deux, sensorielles, motrices, etc. Et on voit qu'il y a un endroit qui est en rouge foncé, qui est probablement l'endroit des connexions les plus sollicitées par rapport au jeu de fléchettes, des connexions motrices plus sollicitées pour le jeu de fléchettes. Qu'est-ce qui va se passer avec la pratique? Ben, on voit qu'on a une modification, un changement, une réorganisation à ce niveau-là, puisque la zone rouge qu'on avait ici, hein, elle est toujours présente, mais elle est augmentée, elle est intensifiée. Donc, on a un petit peu plus de territoire cortical qui va être dédié au jeu de fléchettes. Et on voit que les connexions entre les deux zones ont été également renforcées. Donc, la flèche qui est ici, qui est un petit trait simple, est devenue un trait beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort de connexion entre les deux zones, entre la zone sensorielle et la zone motrice.
Alors, comment ça se produit, encore une fois, qu'est-ce qui va être à l'origine un petit peu de ces adaptations, de ces modifications? Ben, on l'a dit tout à l'heure, on le reprend ici, ça se passe au niveau de la synapse. Et on voit schématiquement ici une synapse où il y a un petit peu de libération de neurotransmetteurs. Et on voit la même synapse au même endroit, mais après l'apprentissage, donc après la réorganisation. Et on voit qu'à ce moment-là, on a beaucoup plus de libération de neurotransmetteurs. Alors, il peut y avoir beaucoup plus de changements de ça, on le reverra tout à l'heure. Donc là, c'est ce qu'on appelle une réorganisation de la structure. La structure neuronale synaptique a été modifiée pour répondre à une sollicitation augmentée. Donc, si on regarde un petit peu la même chose, mais d'un point de vue un petit peu plus précis, je vais d'abord commenter le premier schéma sur la gauche. On a deux neurones qui contactent un autre neurone. Donc, on a deux neurones présynaptiques qui contactent un neurone postsynaptique. Et on a deux cas de figure. On a un cas de figure où on a un neurone ici qui va connecter régulièrement, très fréquemment, le neurone postsynaptique. Et on a un autre neurone à ce niveau-là qui, lui, ne va pas le connecter régulièrement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à force de sollicitations répétées du premier neurone présynaptique, on va avoir un changement dans la force, dans l'efficacité synaptique, et on va avoir une augmentation de l'efficacité synaptique, c'est-à-dire que le neurone postsynaptique va réagir plus fortement, plus rapidement à la sollicitation du neurone numéro 1. Excusez-moi. Dans le deuxième cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a de moins en moins de sollicitations de ce neurone-là. Donc, à ce moment-là, on va avoir pas de changement dans l'efficacité, mais peut-être même une diminution dans l'efficacité synaptique, puisqu'il y a une raréfaction de la sollicitation du neurone 2 envers le même neurone postsynaptique. Donc, on voit qu'en fonction de la sollicitation, on a des réponses du même neurone qui vont être différenciées. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe, quand on a une potentialisation, c'est-à-dire quand on est dans le cas numéro 1, qu'on a une augmentation de la sollicitation du neurone présynaptique vers le bouton synaptique, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des changements au niveau postsynaptique, au niveau de l'épine dendritique qui reçoit les neurotransmetteurs. Donc, on voit ici en situation classique, normale, hein, on a le potentiel d'action qui arrive, qui fait libérer un petit peu de neurotransmetteurs, et on voit qu'on a des récepteurs qui vont permettre de capter ce neurotransmetteur et avoir une réaction à l'intérieur de l'épine dendritique. Après une multitude de sollicitations, donc après que le message se soit répété, ben, on a des changements à l'intérieur du neurone présynaptique et du neurone postsynaptique. De façon basique, ces changements sont qu'on va avoir beaucoup plus de neurotransmetteurs qui vont être libérés et on va avoir également beaucoup plus de récepteurs au niveau de la membrane postsynaptique et donc la synapse est plus efficace parce que non seulement il y a plus de neurotransmetteurs libérés pour connecter, mais il y a également plus de récepteurs qui vont réagir et donc la probabilité pour qu'il y ait un message électrique qui prenne naissance au niveau du neurone, elle est très fortement augmentée. On a des capacités de plasticité structurelle, ce dont je viens de vous parler, mais il y a également de la neuroplasticité ou de la plasticité neuronale fonctionnelle. Dans ce cas-là, on a plus une réorganisation suite à des traumatismes, à des lésions, à des pertes. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, on prend une situation de base où on a 3 neurones qui arrivent sur une cellule cible. Donc, un neurone qui va être sollicité par 3 neurones différents. Arrive un problème, une lésion, un traumatisme, comme je le disais tout à l'heure, et le neurone du milieu ici, le neurone qui est en mauve, va se trouver altéré, ne va plus être en mesure de pouvoir solliciter la cellule cible. Donc, le neurone va dégénérer et va être éliminé. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
on va avoir une cellule qui va recevoir beaucoup moins d'informations, puisqu'on va avoir 3 contacts avec la cellule neuronale orange, 3 autres contacts avec la cellule neuronale rose, mais on perd les contacts qu'il y avait avec la cellule mauve. De façon progressive, il va y avoir ce qu'on appelle une réadaptation au niveau des neurones, une réorganisation. Et on le sait que quand on a des traumas, des ACV, etc., quand on a des pertes, la réorganisation se fait, mais elle se fait dans le temps. Hein. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Il va falloir un réapprentissage, une réorganisation, une réadaptation. Et on va obtenir ce qu'on appelle un remodelage au niveau des connexions neuronales. Et ce qui va se passer, c'est que le neurone orange qui n'avait que 3 connexions va en générer une 4e. Idem pour le neurone rose qui n'avait que 3 connexions, il va en générer une 4e. Et du coup, la synapse récupère presque toutes les sollicitations qu'elle avait au préalable. On voit qu'il n'y a pas on n'a pas complètement tout récupéré parce qu'il manquerait en théorie ici un contact synaptique qui n'a pas été récupéré. C'est pour ça qu'après la réadaptation, après la récupération fonctionnelle, parfois on récupère complètement nos fonctions, puis tant mieux, mais parfois on n'est pas en mesure de récupérer toutes les fonctions parce que les neurones qui vont permettre le remodelage ne peuvent pas toujours refaire ou soutenir tout ce que les neurones absents faisaient. Alors pour conclure, vous voyez que la plasticité neuronale, la neuroplasticité, elle est essentielle à nos capacités d'adaptation au changement de nos réactivités, au changement de nos comportements. Elle est extrêmement importante chez les enfants, hein, vous le voyez ici. Pourquoi? Parce que, le cerveau est en développement, hein, donc on a toute la latitude pour pouvoir changer, modifier, restructurer, adapter les réseaux. Hein, et pour l'enfant, tout est nouveau, tout est sujet à apprentissage. Donc, on a vraiment là beaucoup de plasticité. Mais cette plasticité-là, elle ne s'évanouit pas avec l'enfance. Elle est toujours présente au cours de la maturescence, au cours de la sénescence. On conserve pendant très longtemps, on conserve pendant très longtemps nos capacités plastiques. Donc, on est capable à tout âge d'apprendre. Probablement qu'on apprend moins quand on est adulte et quand on est en sénescence que quand on est enfant, mais ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas une fonction qui disparaît, elle est toujours présente, elle est toujours activable et on peut toujours apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle fonction comme apprendre à jongler ou des choses comme ça. Et c'est même fortement conseillé de solliciter nos apprentissages, de solliciter notre plasticité pour la santé de notre cerveau au cours de la maturescence et a fortiori au cours de la sénescence. Merci d'avoir suivi la capsule. J'espère vous retrouver dans d'autres capsules dans les prochains jours. Merci, au revoir.